35 années avec quelqu'un. Donc je suppose que ce personnage qui est encore plus âgé que moi a dû... Bienvenue sur Icônes et Silences, la chaîne où les destins grandioses rencontrent les vérités les plus intimes et souvent les plus douloureuses. Aujourd'hui, nous vous invitons à plonger dans l'histoire poignante d'une femme qui a connu la gloire absolue avant de tout perdre d'une manière totalement inimaginable. Imaginez une vie entière de succès balayée en un instant par une trahison impardonnable. À 84 ans, alors que le crépuscule de sa vie approchait, elle a pris une décision radicale. Elle a brisé le silence et a dévoilé le secret le plus cruel de son existence. Une révélation qui a laissé la France entière sous le choc. Sous les projecteurs éblouissants des 30 Glorieuses, Mylène de Mongeau incarnait l'insouciance, la beauté solaire et le charme magnétique d'un pays en pleine renaissance. Elle était l'icône blonde par excellence, la rivale souriante de la mythique Brigitte Bardot, l'éternelle fiancée du cinéma qui a fait rêver des millions de spectateurs de Paris à l'international. De son rôle inoubliable dans la célèbre saga Fantomas aux marches prestigieuses du Festival de Cannes, elle semblait majestueuse et intouchable, mais derrière le voile de velours des salles obscures et le sourire éclatant glacé sur les couvertures de magazines, se cachaient de profondes blessures que le public ne voyait jamais. Comment une icône, adulée par des générations entières, peut-elle se retrouver tragiquement dépouillée de toutes ses économies à l'heure où elle méritait enfin le repos et la sérénité qui a osé lui voler non seulement le fruit d'une vie de labeur acharnée sur les plateaux de tournage, mais aussi sa tranquillité d'esprit et ses souvenirs les plus chers. La vérité est d'une ironie glaçante. Ce n'est pas un ennemi lointain ou un cambrioleur anonyme. Le coupable était un homme en qui elle avait placé une confiance absolue, un gestionnaire de compte aux allures de parfait gentilhomme qui se présentait comme son ange gardien. En publiant ces mots comme une arme ultime, Mylène n'a pas seulement dénoncé cet escroc qui lui a soutiré des millions, elle a livré un combat acharné pour sa dignité, mais pour comprendre comment cette étoile lumineuse a pu tomber dans un piège aussi dévastateur, il faut remonter le temps, car bien avant les tapis rouges et les trahisons financières, il y avait une petite fille luttant contre le rejet, cherchant désespérément à être aimée, une vulnérabilité enfouie qui allait sceller son destin. Pour comprendre l'ampleur de la tragédie qui la frappera, il faut d'abord mesurer l'immensité de son ascension. Marie-Hélène de Mongeau, de son vrai nom, n'était pas née avec l'assurance d'une reine de beauté. Dans ses jeunes années, elle souffrait d'un strabisme prononcé, une affliction qui la faisait se sentir comme un vilain petit canard, souvent moqué et relégué dans l'ombre. Mais une intervention médicale à l'adolescence a radicalement transformé son regard et son destin. Soudain, la chenille timide est devenue un papillon éblouissant, prêt à conquérir un monde en quête de légèreté. Nous sommes dans la France de l'après-guerre, au cœur des 30 Glorieuses, une époque où le pays pensait ses plaies historiques et avait une soif inextinguible de glamour. Mylène est arrivée exactement au bon moment, apportant une sensualité mutine et une joie de vivre qui allait crever l'écran. La consécration ne s'est pas fait attendre très longtemps. En 1957, elle explose véritablement aux côtés des monstres sacrés Yves Montand et Simone Signoret dans le film Les sorcières de Salem. Sa performance, à la fois troublante et lumineuse, lui vaut des critiques extrêmement élogieuses. L'année suivante, Hollywood frappe avec insistance à sa porte. Otto Preminger l'a choisi pour jouer dans Bonjour Tristesse, l'adaptation cinématographique du célèbre roman de Françoise Sagan, sous le soleil éclatant de la Côte d'Azur, face à David Niven et Jean Seberg. Mylène s'impose comme une véritable star internationale. Elle devient instantanément l'incarnation de la séduction à la française. Le public la couronne définitivement lorsqu'elle endosse le costume de la fascinante et perfide Milady de Winter dans le classique Les Trois Mousquetaires. Chaque apparition de Mylène devenait un événement, une bouffée d'air frais pour la société. Mais le rôle qui va la graver à jamais dans la mémoire collective de millions de spectateurs, c'est incontestablement celui d'Hélène, la journaliste intrépide dans la célébrissime saga Fantomas. Partager l'affiche avec les géants comiques Louis de Funès et Jean Marais n'était pas un défi facile. Pourtant, Mylène illuminait chaque scène par sa présence,
La presse internationale s'emballe et la désigne rapidement comme la grande rivale de l'icône Brigitte Bardot. Toutes deux magnifiquement blondes, irrésistiblement belles, elles dominaient le cinéma européen. Mylène était souvent perçue par le public comme la version plus accessible et souriante, la femme idéale, la fiancée rayonnante que tout le monde désirait secrètement. Des millions de personnes se pressaient dans les salles obscures, cherchant dans son sourire éclatant une échappatoire réconfortante à leur quotidien monotone. Pourtant, au sommet de cette vertigineuse montagne de gloire, l'air commençait sérieusement à se raréfier. Être une icône adorée des foules exigeait des sacrifices constants et cruellement invisibles. L'image de la blonde charmante et légère est rapidement devenue une cage dorée imposée par les producteurs et une industrie cinématographique focalisée sur le profit immédiat. Mylène avait soif de rôles profonds, elle voulait exprimer toute la palette complexe de son talent dramatique, mais l'industrie la ramenait sans cesse et impitoyablement à son seul physique. La pression monumentale pour maintenir cette façade parfaite pesait lourdement sur ses épaules. Elle souriait avec grâce devant les flashs incessants des photographes. Elle signait des autographes par milliers avec une gentillesse inégalée, mais une forme de mélancolie s'installait doucement dans son cœur. Et tandis qu'elle brillait de mille feux sous les acclamations du monde entier, une réalité beaucoup plus douloureuse l'attendait loin des plateaux de tournage. Une ombre silencieuse et destructrice commençait déjà à s'infiltrer dans le sanctuaire de sa vie privée, préparant le terrain pour la première grande épreuve de son existence. Le contraste entre l'image publique éblouissante de Mylène de Mongeau et sa réalité intime était d'une cruauté saisissante. Derrière le sourire radieux qui s'affichait avec arrogance sur toutes les couvertures de magazines en papier glacé, se cachait une femme profondément épuisée par les exigences d'une industrie cinématographique souvent impitoyable. Dans ce monde rutilant de paillettes et de fausses promesses, elle n'était malheureusement souvent considérée que comme un produit extrêmement rentable, une jolie blonde docile, soumise aux volontés des reins des producteurs et des réalisateurs qui façonnaient sa carrière selon leurs propres intérêts financiers. Les contrats s'enchaînaient à un rythme effréné et étourdissant, lui laissant à peine le temps de respirer entre deux prises et encore moins le temps de savourer une existence normale. Elle était devenue la prisonnière silencieuse d'une magnifique cage dorée, enfermée à double tour dans des rôles légers et stéréotypés, alors que son âme d'artiste réclamait des défis dramatiques beaucoup plus profonds. L'industrie du divertissement, avide de son charme juvénile, ne la protégeait absolument pas de l'usure psychologique. Elle l'exploitait au contraire avec une politesse glaciale et mécanique. Mais la véritable tragédie de la vie de Mylène ne se jouait pas seulement sous les lumières crues et aveuglantes des plateaux de tournage, elle se consumait lentement dans le secret déchirant de son propre foyer. En 1968, elle épouse l'homme qui deviendra de manière incontestable le grand amour de sa vie, le réalisateur Marc Simenon, fils aîné du célébrissime écrivain Georges Simenon. Ce qui aurait dû être un véritable conte de fées romantique s'est douloureusement transformé en un combat amoureux et quotidien d'une intensité bouleversante. Marc était un artiste brillant, mais viscéralement tourmenté, luttant désespérément nuit et jour contre une addiction féroce et tenace à l'alcool. Face à la grande détresse de cet homme qu'elle chérissait éperdument, Mylène a fait le choix incroyablement courageux de sacrifier sa propre lumière médiatique pour tenter, par tous les moyens, de sauver la sienne. Elle a progressivement mis sa prodigieuse et lucrative carrière d'actrice entre parenthèses, refusant délibérément des rôles majeurs très convoités pour enfiler la casquette de productrice afin de soutenir aveuglément les projets cinématographiques de son mari et de le maintenir à flot dans la tempête. Pendant que le grand public s'imaginait innocemment qu'elle menait la grande vie d'une diva dans les somptueuses soirées mondaines parisiennes, Mylène passait bien souvent ses nuits entières dans l'angoisse la plus sombre, veillant comme une infirmière sur un homme prisonnier de ses propres démons intérieurs.
Elle a investi son temps précieux, son énergie vitale inépuisable et une immense partie de sa fortune personnelle pour financer ses longs métrages, agissant comme un bouclier désespéré contre la chute tragique et inéluctable de Marc. Cette dévotion totale et sacrificielle l'a isolée peu à peu du cercle fermé du cinéma. Un milieu impitoyable qui oublie très vite et sans aucun remords ceux qui s'éloignent volontairement de la lumière des projecteurs. Elle souffrait en silence, cachant dignement ses larmes derrière de larges lunettes de soleil lorsqu'elle devait inévitablement affronter la curiosité des photographes, protégeant farouchement la dignité de son couple envers et contre tout. Cette solitude écrasante et muette était le prix exorbitant de son amour inconditionnel et de sa loyauté sans faille. Elle a enduré cette souffrance intime pendant plus de 30 longues années, portant courageusement le poids d'un drame conjugal que personne, ou presque, ne soupçonnait dans l'opinion publique. Le système qui l'avait jadis encensé regardait désormais ailleurs, totalement indifférent à la détresse silencieuse d'une femme qui avait pourtant tout donné à son art. Et lorsque la fatalité a fini par emporter brutalement Marc à la suite d'un tragique accident domestique en 1999, Mylène s'est retrouvée soudainement seule, le cœur irrémédiablement brisé et l'âme en deuil profond. Mais alors qu'elle pensait avoir traversé la plus grande douleur de son existence et espérait enfin trouver un repos bien mérité dans sa paisible retraite, le destin lui réservait un coup de grâce d'une perversité absolue. Une nouvelle épreuve dévastatrice, bien plus sournoise et inattendue, l'attendait tapie dans l'ombre, minutieusement orchestrée par un homme respecté en qui elle s'apprêtait à placer une confiance totalement aveugle. Après la disparition tragique de Marc, Mylène aspire légitimement à une existence paisible, loin des tumultes et des chagrins qui ont épuisé son âme. Dans un acte profondément symbolique pour tourner une page douloureuse et assurer sereinement ses vieux jours, elle se résout à vendre la magnifique maison de l'île de Porquerolles, ce havre de paix baigné de lumière et gorgé de souvenirs inestimables. Le fruit de cette vente, une somme colossale de 2 millions d'euros représentant le labeur acharné de toute une vie, est confiée avec une confiance absolue à une institution bancaire de très grand prestige. C'est là qu'entre en scène un homme aux manières impeccables, son gestionnaire de patrimoine, un individu particulièrement charmant qui gagne rapidement sa confiance, aveugle au point de s'inviter régulièrement à sa table et d'être considéré comme un véritable ami protecteur. Mais l'illusion s'effondre avec une brutalité inouïe au cours de l'année 2012, alors qu'elle approche de ses 78 ans, l'âge où l'on devrait pouvoir contempler son passé avec une douce quiétude. Le ciel lui tombe littéralement sur la tête. Mylène découvre avec un effroi indescriptible que ses comptes bancaires sont dramatiquement vides. L'homme en qui elle croyait si innocemment se conseiller au sourire si rassurant n'était en réalité qu'un escroc d'une redoutable froideur, un manipulateur avide qui a méticuleusement falsifié des signatures et détourné l'intégralité de sa fortune bâtie à la sueur de son front. En l'espace de quelques secondes terrifiantes, l'icône glamour du grand écran se retrouve totalement ruinée, cruellement dépouillée de son passé et dépossédée de son avenir financier. Le choc psychologique est d'une violence absolue et dévastatrice. Ce n'est pas seulement l'argent qui a mystérieusement disparu, c'est une trahison intime inacceptable, une violation profonde de sa dignité humaine et de sa bienveillance naturelle. Plus effroyable encore, le système bancaire, cette forteresse imprenable censée protéger loyalement ses clients, se mure dans un silence glacial et indifférent, refusant catégoriquement d'assumer la moindre responsabilité face aux agissements criminels de son propre employé. L'industrie du spectacle la regarde sombrer sans véritablement lui tendre la main. Pour survivre au quotidien et rembourser des dettes colossales qu'elle n'a jamais contractées, cette femme admirable n'a d'autre choix que de reprendre le chemin épuisant des plateaux de tournage. Elle accepte courageusement de jouer dans des comédies populaires, masquant son immense désespoir sous l'éternel sourire radieux que le public attend d'elle.
Face à cette catastrophe financière et morale qui aurait définitivement anéanti n'importe quelle âme fragile, beaucoup auraient choisi de baisser les bras et de s'effacer discrètement dans la honte. Mais ceux qui pensaient que Mylène de Mongeau allait se laisser étouffer dans le silence et l'oubli se trompaient lourdement. Une colère juste, profonde et implacable commençait à gronder dans ses veines, préparant le terrain pour la bataille la plus féroce et la plus spectaculaire de toute son existence. L'âge aurait pu être un refuge confortable, une excuse toute trouvée pour se retirer définitivement dans l'ombre et pleurer en secret sur l'injustice d'un destin cruel. Mais à 84 ans, en 2019, Mylène de Mongeau a pris une décision foudroyante qui allait ébranler les fondations même de la complaisance financière. Elle a refusé avec obstination d'être une simple victime statistique, une femme âgée et vulnérable que l'on oublie volontiers dans les dossiers judiciaires classés, avec la même détermination farouche qu'elle arborait jadis devant les caméras du monde entier. Elle a choisi d'utiliser la seule arme qui lui restait véritablement, sa voix et sa notoriété intactes. Elle a publié un livre au titre évocateur et percutant, Très cher escroc, transformant ainsi son calvaire personnel en un véritable réquisitoire public implacable. Ce n'était plus la charmante actrice docile des 30 Glorieuses qui s'exprimait, mais une femme blessée, majestueuse dans sa juste colère, exigeant réparation devant le grand tribunal de l'opinion publique. Lors de ses multiples apparitions télévisées et de ses poignantes interviews, elle ne tremblait absolument pas, le regard fixe, la voix empreinte d'une gravité poignante. Elle a publiquement nommé les mots et exposé les mécanismes de la trahison. Elle a raconté, avec une précision clinique et glaçante, comment ce gestionnaire de patrimoine, cet homme qui partageait autrefois son intimité familiale et buvait le champagne à sa table, a impitoyablement orchestré sa ruine méthodique avec des dizaines de signatures falsifiées. Elle a également pointé du doigt les hautes sphères de la finance, ses directeurs d'agences lointains et ses inspecteurs de banques silencieux, dénonçant un système institutionnel froid qui a préféré fermer les yeux pour protéger ses propres intérêts et sa réputation plutôt que de secourir une cliente honnêtement spoliée. Chaque mot qu'elle prononçait sur les plateaux était une blessure ouverte qu'elle exposait courageusement à la lumière du jour, mettant en garde contre un mécanisme pervers qui transforme la confiance en faiblesse et les citoyens âgés en proies incroyablement faciles. La réaction du grand public et des médias a été immédiate, suscitant une onde de choc fulgurante à travers tout le pays. D'abord, il y a eu la stupeur générale. Comment une star d'une telle envergure, une femme que l'on croyait éternellement à l'abri du besoin, pouvait-elle avoir été dupée avec autant de facilité déconcertante? Puis, très vite, l'incrédulité a laissé place à une immense vague d'empathie, d'indignation et de solidarité. Des milliers de personnes, de simples citoyens anonymes, eux-mêmes écrasés par des injustices similaires dans l'ombre, ont soudainement trouvé en elle une porte-parole inespérée et puissante. L'industrie du divertissement, souvent si prompte à l'oubli et à la futilité, a dû s'arrêter un instant pour écouter religieusement cette leçon de courage brut. En brisant la glace épaisse de l'omerta, Mylène s'est réapproprié son histoire avec panache, refusant catégoriquement que le chapitre final de sa vie soit écrit par les mains sales d'un voleur en col blanc. Elle avait brillamment gagné une bataille essentielle, celle de la vérité éclatante, mais son combat résonnait désormais bien au-delà de sa propre tragédie personnelle. Ce cri du cœur déchirant soulevait des questions infiniment plus vastes sur notre humanité, préparant le terrain pour une ultime réflexion universelle que personne ne pourra jamais effacer. L'histoire déchirante de Mylène de Mongeau dépasse largement le cadre strict de sa propre vie ou les frontières scintillantes du cinéma français. Son parcours tragique et sa résilience inébranlable nous obligent à regarder au-delà des apparences trompeuses et de la gloire éphémère. Elle nous rappelle avec une cruauté saisissante que derrière chaque icône intouchable, derrière chaque sourire figé sur pellicule, se cache un être humain profondément vulnérable.
La célébrité ne construit pas un bouclier impénétrable contre la cupidité ou la méchanceté humaine. Elle transforme parfois même ceux que l'on admire en des proies tragiquement isolées. Que se passerait-il si notre société, et plus particulièrement l'industrie du divertissement, choisissait enfin de traiter ces artistes comme des êtres de chair et de sang plutôt que comme de simples produits de consommation rentables? Sommes-nous véritablement prêts à écouter la détresse silencieuse de ceux qui nous font rêver avant que les projecteurs ne s'éteignent définitivement sur leur existence? Ce combat titanesque mené au crépuscule de sa vie est devenu le symbole de tous les artistes exploités, des enfants stars brisés par le système et de tous nos aînés silencieux qui subissent l'injustice dans l'ombre glaciale des institutions. Mylène a prouvé que la véritable grandeur ne réside pas dans les récompenses accumulées ou les applaudissements d'une foule en délire, mais dans la capacité extraordinaire à se relever de ses cendres et à réclamer son droit inaliénable à la justice. Aujourd'hui, nous nous souvenons d'elle non pas comme d'une victime effacée par un sort funeste, mais comme d'une femme libre et incroyablement puissante. Nous l'écoutons non seulement pour honorer sa mémoire scintillante, mais surtout pour changer notre regard sur ceux que nous croyons invincibles. Comme elle l'aurait si justement affirmé dans un dernier souffle de dignité face à l'adversité, je ne cherche aucune pitié et je demande aucun pardon. Je veux simplement que mon histoire soit enfin racontée avec ma propre voix pour que plus jamais le silence ne protège les coupables